Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue à votre émission qui décode l'actualité de la semaine. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueurs cette semaine et chroniqueuses. Brigitte Bédard, bonjour. Salut. Benjamin Boivin. Salut Simon. Et probablement pour la dernière fois de la saison, Laurence Godin-Tremblay. Salut Simon. Pourquoi la dernière fois de la saison? Ceux qui me voient sur YouTube l'ont deviné, là, mais je suis à 4 jours de ma date d'accouchement. Non, c'est pas parce que tu manges trop de crab dinner? Non, quand c'est rond de même, bombé... La bière peut-être, je sais pas. Non, mon fils me dit que j'ai pas le droit vu que je suis enceinte. Alors, si tu quittes rapidement pendant l'émission, tout le monde saura la réelle raison. C'est ça. S'il y a de l'eau par terre, là, c'est moi. On te souhaite que tout se passe bien, Laurence. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble du nouveau phénomène de la fast fashion. Pourquoi et comment combattre la mode éphémère? Nous reviendrons aussi sur la sortie de l'autobiographie du pape François. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'un pape publie son autobiographie? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec un enjeu démographique au Québec. Les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec révélaient cette semaine que le Québec a compté en 2023 à peu de choses près autant de naissances que de décès, enregistrant son plus petit nombre de naissances en près de 20 ans, soit environ 78 000 naissances. C'est pas rien quand même. Benjamin Boivin, est-ce à dire que les politiques natalistes du Québec servent à rien? Ouais, c'est ce que je pense. Bon, c'est clair. Ouais, je pense que les Prochaine chronique. je pense que les politiques natalistes, en tout cas, servent pas à la raison pour laquelle elles ont été pensées. Au Québec, en fait, on a certaines des politiques natalistes les plus généreuses au monde. On a des allocations familiales, on a des congés de maternité, de paternité très généreux. On a des CPE, on a une infrastructure sociale qui est construite de telle manière que c'est plus facile pour les jeunes familles d'avoir des enfants ici que dans la plupart des endroits dans le monde et en particulier en Amérique du Nord. Donc, on pourrait dire que ça n'a jamais été aussi facile d'avoir des enfants qu'au Québec en 2024. Oui, je pense qu'on est l'un des cas dans l'histoire où le fait d'avoir des enfants est le plus facile. Et pourtant... Il y en a qui se plaignent des garderies. Oui, ben, le système qu'on a, il est imparfait dans la mesure où il se veut universel. Il ne réalise pas entièrement sa promesse. Là. Avoir accès à une garderie, c'est pas si facile que ça. Mais il faut comprendre, moi, j'ai habité à l'étranger dans des endroits où avoir accès à une garderie, ça coûtait des milliers et des milliers et des milliers de dollars. Même si le système est imparfait, il va quand même dans une direction qui est assez positive là, du point de vue de la justice sociale et de la facilité d'avoir des enfants. Mais pourtant, le Québec, je ne sais pas si le Québec est si pire que ça là, quand on se compare, mais en général, en Occident, on a un taux de natalité qui est très bas. Le Québec aurait apparemment un taux de natalité qui est un petit peu plus élevé que dans le reste du Canada anglais, mais c'est des différences qui sont tellement mineures qu'on pourrait dire qu'elles sont insignifiantes. Mon propos, c'est de dire qu'en général, si on a des politiques natalistes comme celle-là et qu'elles ne suscitent pas une augmentation du taux de natalité, il faut bien arriver à la conclusion qu'elles sont un échec, au moins si on les évalue à partir de l'objectif que s'était donné au départ. OK, mais pourquoi alors les Québécoises, les Québécois font pas plus d'enfants si pourtant nos gouvernements font tout pour leur rendre la vie la plus facile avec des enfants? Mais avoir des enfants, ce sera toujours plus difficile que de ne pas avoir d'enfants. Ah Je oui? veux dire, il n'y a pas un montant d'argent que le gouvernement fédéral ou provincial peut nous donner, un CPE que le gouvernement peut ouvrir, un système d'accès à divers services publics qui facilite l'éducation des enfants, augmente la qualité des soins qui leur sont dispensés, qui va rendre ça plus facile d'avoir des enfants que de ne pas en avoir. Et donc, si on bâtit nos infrastructures sociales, nos systèmes sociaux avec à l'esprit que ce qui va convaincre les gens d'avoir des enfants, c'est de maximiser leur intérêt personnel ou leur bien personnel dans la poursuite de cet objectif-là, on ne va jamais y arriver. Si moi, j'agis comme un acteur, une monade, un individu qui veut maximiser son intérêt dans la vie, j'en aurai pas d'enfants. Et même si l'État m'aide beaucoup à en avoir, ça va quand même être plus difficile. Ben, c'est frappant parce que ça me fait penser à la chronique que j'ai faite sur le livre de Valérie Roberts, là, qui disait, qui est toujours insatisfaite au sens où un des témoignages disait « J'ai de la misère à aller au restaurant avec mes jumeaux », au sens où c'est sûr que si tu veux pas que ça soit difficile d'avoir des enfants, tu vas toujours vouloir encore plus de facilité, puis il y a comme un impossible. Ou tu vas vouloir vivre la vie que tu menais avant d'avoir des enfants, ce qui n'est pas possible. C'est ça, c'est comme... Il faudrait que ça soit confortable, comme si on n'avait pas d'enfants, d'avoir des enfants.
mais ça sera Mais jamais. c'est pas une attente raisonnable. C'est pas ce que ça signifie d'avoir des enfants. C'est jamais ce que ça a signifié. Et ce sera jamais possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le gouvernement devrait faire des grandes campagnes de pub pour promouvoir le don de soi et le sacrifice? Ben, je sais pas si le gouvernement doit faire des grandes campagnes de pub, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut vraiment changer notre regard sur ce que c'est que d'avoir des enfants et sur ce que l'enfant est aussi. Le fait d'avoir des enfants, c'est vraiment une manière fondamentale de se réaliser en tant que personne par le don. Okay? On se vide dans nos enfants. On leur donne tout ce qu'on a. Et on le fait toute notre vie. Il ne faut pas s'imaginer que ça s'arrête lorsqu'ils deviennent des adultes. Toute notre vie, on a une relation avec nos enfants où on leur donne et eux reçoivent. Puis peut-être qu'à la toute fin, si on est chanceux, ils vont nous aider dans nos derniers jours. Mais le fait d'avoir des enfants, c'est une manière de se réaliser fondamentalement comme personne par le don. Et puis, l'enfant, lui, il a besoin de son parent. Et cette relation-là, c'est pas une relation marchande où on peut maximiser son intérêt. C'est vraiment la relation qui contredit le plus, en fait, nos relations sociales, notre mode d'organisation sociale en général, l'individualisme qui caractérise nos sociétés. Et puis, c'est en fait aussi probablement la relation la plus naturelle qu'on est appelé à avoir. Donc, je pense que cette relation-là, en fait, elle nous montre le désordre de la société dans laquelle on vit par contraste et ça nous déplaît de le constater. Ça me fait penser un peu... moi, j'avais connu quelqu'un qui travaillait sur le dossier des CPE là, au ministère de la Famille. Puis, le paradoxe, je pense, c'était que l'idée, c'était de donner le plus de CPE possible aux femmes pour que les femmes aient envie d'avoir des enfants. Mais sous-entendu, parce qu'une femme a besoin de travailler pour s'épanouir, c'est dans le travail qu'elle va se réaliser. Et donc, sous-entendu... Oui, c'est ça. Moi, le discours que j'entendais de ces personnes-là au ministère de la Famille, c'était il faut absolument des CPE aux femmes parce qu'ils vont être malheureuses s'ils ne peuvent pas retourner sur le marché du travail. C'est là qu'elles vont être elles-mêmes. On n'est pas juste une mère, on est une femme, on a besoin de s'épanouir. Ce qui n'est pas faux, mais c'est juste que comme c'est de dire l'essentiel, c'est travailler, puis ton enfant, c'est comme un projet à part. Ouais, c'est ça, mais dans le fond, ça révèle bien des choses. Ça révèle d'une part, effectivement, qu'on a le rapport à un enfant qui est le rapport du projet. Là. On fait un enfant parce que on veut se fabriquer un petit mini-moi, une petite créature qu'on veut amener à progresser, là, comme si c'était un Tamagotchi ou je ne sais quoi. Et puis, ça révèle aussi... Une vision un peu pessimiste, quand même. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental là-dedans. Mais il y a aussi le rapport qu'on a aux services sociaux. Là. Je le disais, j'ai lu plusieurs articles sur cette question-là dans les derniers jours pour préparer cette chronique. Et puis, une chose que j'ai vue, c'est que le Québec était une des sociétés où les services minimisent le plus l'impact d'avoir un enfant sur la vie d'une femme. Bon, est-ce que avoir des enfants, là, on devrait vouloir minimiser l'impact de ça dans notre vie? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut maximiser l'impact d'avoir des enfants dans notre vie. Que ça bouleverse plus ta vie. Ben oui, c'est une chose extraordinaire. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas essayer de minimiser puis d'amoindrir les effets comme si c'était une maladie. Ça se voit aussi dans le milieu hospitalier le rapport à la grossesse, qui est souvent diagnostiqué comme une maladie. On en parle comme un problème de santé. Il y a quelque chose de fondamentalement vicieux là-dedans. En terminant, Benjamin, tous ces programmes sociaux, ces politiques natalistes, est-ce qu'elles sont quand même pas bonnes d'une certaine manière? Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Je suis favorable à toutes ces politiques. Je suis parfaitement d'accord avec les allocations familiales. Mon fils va au CPE aussi. Mon fils va au CPE. Je suis un bénéficiaire de ces services-là. Et puis, être revenu au Québec de l'étranger, moi, je trouve ça extraordinaire qu'on ait tout ça. Ce que je dis, c'est que la réelle fin de ces politiques-là, ça devrait être de soutenir la famille, pas de s'imaginer que ça va booster les naissances, parce qu'il faut vraiment changer notre regard sur l'enfance pour atteindre cet objectif-là. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Bienvenue. Le 20 mars dernier est paru en France l'autobiographie du pape François « Vivre mon histoire à travers la grande histoire » aux éditions Harper. Dans ce livre de 354 pages, le pape argentin nous propose une forme de relecture de sa vie avec l'aide du journaliste italien Fabio Marchese Ragona, mon italien peut-être imparfait ici. Brigitte Bédard, tu n'as pas pu lire le livre encore, mais tu as accès à des extraits. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'un pape publie une autobiographie? Est-ce qu'il ne devrait pas plus nous parler de Jésus que de lui-même? Bien, en parlant de lui-même, je pense qu'il parle de Jésus. Mais oui, ça vaut la peine. Ben, j'étais pas mal sceptique au début. Tu sais, moi, je suis pas très... « Wow, le pape, là! » Tu sais, je suis pas une capoteuse de pape, là, même si je suis catholique, tu sais. Mais j'avoue que les extraits que j'ai lus m'ont fascinée. Puis je me suis dit, wow, c'est des extraits de vie qui intéresseraient tout le monde, qu'on soit croyant ou non, même athée, là, à la limite. Quand il raconte, par exemple,
quand il était sous la dictature en Argentine, comment il a fait, puis vraiment dans les moindres détails, pour sauver un couple de la torture. Il allait voir des généraux d'armée pour essayer de monnayer, si tu veux, la protection de telle personne. Il essayait vraiment d'aider les séminaristes, leur disait de respecter le couvre-feu, de jamais sortir seul. Donc, tu rentres dans une histoire. C'est une aventure, sa vie. Oui, vraiment. Là, tu sais, c'est un bonhomme qui a quand même vécu, il va bientôt avoir 90 ans. Là. Il a du vécu derrière la cravate, puis il raconte ses histoires. Il y a des extraits que c'est lui qui parle. C'est vraiment lui qui a écrit, mais la plupart du temps, c'est le journaliste en question qui retranscrit les histoires qu'il raconte sur sa vie. Quelle est, selon toi, l'intention du pape? À qui il s'adresse? Quel effet il cherche en publiant ce livre-là? Bien, il a dit dans son livre qu'il a fait ce livre-là pour les jeunes, spécifiquement, pour que, bien, en disant, chaque personne, quand on devient vieux, genre comme moi, là, ben, on écrit son histoire. C'est comme un héritage qu'on laisse pour éviter aux jeunes de faire les erreurs que nous, on a fait, soit dans notre jeunesse ou dans notre vie adulte. On fait tous des erreurs, puis je me suis dit, ben moi aussi, j'aurais aimé ça que ma mère, mon père me racontent plus en détail leur vie pour vraiment apprendre de ça. Puis je pense que c'est ça le but. En tout cas, il dit que c'est ça le but principal. Est-ce qu'il raconte des erreurs qu'il a faites? Oui, il en raconte quelques-unes. C'est quoi? Genre une erreur sentimentale. Ben, une erreur. Il dit pas que c'est une erreur. Quand il était... ben là, il y a des sources qui se contredisent. Tu sais, comme j'ai pas eu accès au livre, il y a différentes sources qui disent que il est comme tombé en amour avec une femme alors qu'il était séminariste. Et il y a un autre journaliste qui dit non, il était prêtre. Puis alors là, je vais pas partir une rumeur, mais c'est lui, ce qu'il a fait dit, avec ce sentiment amoureux-là qui compte. C'est ça, mais lui, il dit c'est tout à fait normal là, d'être. Puis moi, en fait, ça me rassure, là, un prêtre qui peut avoir un désir pour une femme, je trouve que c'est normal. C'est un homme, tu sais. Donc, il raconte ça, puis que ça l'a troublé pendant des semaines dans sa prière, tellement il était obsédé par la beauté et l'intelligence de cette femme-là. Puis, ben, il est revenu après ça à son appel, à sa vocation, puis ben, ça lui a permis d'expérimenter ça, tu sais. Toi-même, Brigitte, tu as publié non pas un, mais 2 livres autobiographiques sur ta vie. Ouais, moi, je suis pas mal plus dans les détails que le pape, par exemple. Mais peut-être qu'il n'y a pas eu une vie semblable aussi. Là. Il y a peut-être moins de détails comme ça. Ben, il a été bouncer dans un bar, je pense, quand il était jeune. Ah, ça, j'ai rien lu là-dessus, mais c'est intéressant. C'est ce qu'on disait lorsqu'il était élu pape. Peut-être il n'a pas l'air d'avoir le physique de l'emploi, pourtant. Moi, il a l'air plutôt petit. Il avait peut-être 87 ans. Il a l'air méchant, par exemple. Des fois, il y a des looks méchants. T'sais. Moi, je suis curieux, Brigitte. Est-ce qu'il parle un peu de le moment où il a été élu pape? C'est toujours un peu mystérieux, ça, les conclaves. Oui, c'est vraiment... En fait, c'est un extrait où je me suis esclaffée de rire. Là, c'est que quand il a été élu, mais en fait, il raconte aussi pendant le temps de l'élection comment ça se passe un peu pour lui, sans révéler des secrets qu'il n'a pas le droit de révéler. Sinon, il serait excommunié. Ouais. Voilà. Mais un pape excommunié, c'est pas pratique. C'est ça. Mais comment lui, il a vécu les petites manigances en coulisses, là. Comment ça au Vatican. Ben oui, tu sais, parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que eux autres, ils se promènent, ils jasent, ils prennent des cafés, ils jasent, puis là, ils vont manger ensemble. Puis... Mais pendant ce temps-là, il y a une enquête qui se fait sans que les gens, les futurs candidats, si tu veux, se rendent vraiment compte qu'ils sont peut-être papabili. À un moment donné, il s'est rendu compte que tout le monde parlait dans son dos de lui. Ben, pas dans son dos, non? mais il se faisait poser des drôles de questions, tu sais, puis il se faisait appeler mon éminence. Lui, il dit, pourquoi il dit ça? Il dit, à un moment donné, il veut emprunter un papier, puis là, il lui donne ses notes. J'ai juste des notes écrites, je vous donne ça. Fait que l'autre, un autre monseigneur lui répond, j'aurai alors une relique du futur pape. Il dit, mais j'ai pas compris. Puis il y a eu 3 signes comme ça dans les jours qui ont précédé son élection où il dit, ben c'était vraiment des signes que ça allait être moi, là, mais il n'était pas préparé. Il s'y attendait pas tant que ça. Non, lui, il avait déjà acheté son billet de retour, puis il avait déjà préparé toutes ses homélies pour la semaine sainte qui s'en venait. Donc, ça l'a déstabilisé complètement, là. Ouais. Puis il n'y a pas une histoire aussi par rapport aux souliers, là, quand on devient pape, on veut nous enfiler vraiment tout de suite des souliers rouges. Je me suis vraiment bidonnée parce que quand tu es élu pape, là, ben là, il raconte, on va te donner la chasuble, après ça, on va te mettre une cape, après ça, on va te mettre le chapeau, puis tout le kit, la crosse, puis ça finit plus. Puis tu as quelqu'un qui t'explique
tout, comment on doit mettre, puis le repli du vêtement, puis tout ça. Puis il donne les fameux escarpins rouges, tu sais. Puis lui, il dit « Je vous remercie beaucoup pour votre travail, monseigneur, mais je suis attaché à mes affaires. Je porterai seulement la soutane blanche, mais je garderai ma croix pectorale d'archevêque et mes chaussures orthopédiques. » Très incarné. Le gars, il a ses orthèses, puis il veut garder ses orthèses. En terminant, Brigitte, quel visage du pape ou de la papauté est-ce que ce livre-là, selon toi, va mettre de l'avant? Bien, je pense que il va continuer dans l'image qu'il donne depuis son élection en 2013. Un homme qui est profondément humain, qui a vécu plein de choses humaines, genre l'alunissage en 69, le bombardement à Hiroshima. Il a vécu ça, bien, il l'a pas vécu personnellement, mais il a été spectateur. Il avait quand même 8 ans à l'époque. Ça l'a marqué profondément au point où il voulait aller en mission au Japon pour aider les gens là-bas. C'est un gars qui a vu la chute du mur de Berlin, qui a vécu la dictature en Argentine, puis il parle du 11 septembre 2001. Il parle d'un paquet de choses où on peut vraiment se sentir près de lui. Puis je pense que c'est un pape qui a toujours eu ça à cœur. C'est la phrase qui s'est fait dire quand il a été élu, « N'oublie pas les pauvres ». Donc, pas juste les pauvres financièrement, mais... Les pauvres de cœur aussi. Oui, les pauvres de cœur, les gens ordinaires, dans le fond. Puis je pense que c'est ça qui ressort de ce livre-là, des extraits en tout cas que j'ai pu lire. Un homme ordinaire, mais qui a une destinée quand même extraordinaire. Brigitte Bédard, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Plaisir. Jeudi dernier en France, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité des mesures visant à pénaliser l'industrie vestimentaire de la fast fashion en interdisant entre autres la publicité pour la vente de vêtements à prix ultra réduit et souvent aussi de très piètre qualité, il faut dire. Laurence Godin-Tremblay, toi qui es une maniaque de la mode, là, c'est bien connu, tu crois tout de même qu'il faut combattre cette nouvelle mode de la mode éphémère, la fast fashion. Est-ce que c'est pas pourtant normal, là, une fois de temps en temps, d'avoir le goût de changer de look? Oui, comme tu le dis, grande spécialiste de mode. Non, pas tant que ça, là, c'est-à-dire, faut que je l'avoue, là, ça m'arrive encore de demander à ma mère si ces couleurs-là vont ensemble. Tu ne demandes pas à ton mari? Non, surtout pas. Je crois pas que ça t'amènerait à grand-chose. Non, c'est ça. Je pense que je reculerais dans ma connaissance de la mode. Mais le sujet m'a intéressé parce que, bon, il y a beaucoup de conséquences là, à cette mode éphémère. Là, si vous regardez les journaux, on parle beaucoup de l'environnement. Là, c'est clair. Là, c'est clair qu'il y a un problème environnemental quand on produit autant de vêtements puis qu'on les jette. Il y a un problème aussi de consommation. Là. Les gens s'appauvrissent à acheter autant de vêtements. C'est pas cher. Là. Il y a des sites, je suis allée les voir, moi, une robe à 15$. Puis là, tu te dis, hey, ça vaut la peine. Mais finalement, les gens en achètent, on achète. Mais moi, c'est l'intérêt pour notre âme là, qui m'a captivée. Là, s'habiller pour sauver son âme. S'habiller pour sauver son âme. Ou pas trop s'habiller. Alors, en tout cas, ça dépend comment on le comprend. Pas trop changer souvent de vêtements, c'est ça que je voulais dire. Non, moi, je pense qu'il faut une certaine décence, Simon. Là, OK. Mais au fond, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai été frappée par le fait qu'il y a quelque chose de normal et de désirable dans le fait de varier ses vêtements. Moi, une chose que je déteste, c'est mon mari travaille à la maison. Puis, lui, tant que c'est pas sale, il le remet. Fait que là, il peut porter la même chose une journée, 2 jours, 3 jours. Puis surtout avec des jeans, on fait tout ça un peu. C'est un petit peu déprimant à la longue. Donc, on a besoin de cette variété, de changer de vêtements. Puis c'est ça que la fast fashion exploite, c'est notre désir de changer constamment. Bien, je regarde Benjamin, là, je pense que son désir pourrait être stimulé davantage. Moi, j'ai aucun désir de changement. mais de fait, je le connais et il change. Puis moi, ce qui me frappe dans tout ça, là, c'est j'écoutais une chargée de cours à l'UQAM, Madeleine quelque chose, là, j'avoue que j'ai oublié son nom de famille, qui disait quelque chose d'intéressant. Elle disait, bon, il y a les lois qui vont punir la fast fashion, mais il faut aussi réussir à donner aux gens l'idée que c'est cool, que c'est bon de pas trop acheter de linge, d'avoir des morceaux plutôt de qualité, etc. OK, qu'est-ce que tu proposes concrètement pour qu'on change notre rapport aux vêtements pour être plus équilibré? Là? Alors, ma proposition, c'est de moins voir le changement comme tout le temps, mettons, le même type de T-shirt, mais avec des bonhommes différents ou tout ça. Parce qu'il faut le voir aussi, c'est que la mode en ce moment est toute autour de l'adolescent. C'est l'adolescent, justement, qui consomme le plus de la mode fast fashion. Puis, je dirais, les adultes reproduisent ça. Là. Je pense qu'on croise de plus en plus d'adultes habillés comme des adolescents. Là.
Moi, ce que je propose, c'est de varier notre linge, mais selon une certaine hiérarchie, selon un certain ordre. D'abord dans les situations puis les événements. C'est-à-dire que un des désirs de l'homme naturel, c'est de se différencier normalement quand on va travailler, quand on est à la maison, quand on va à la messe le dimanche ou des choses comme ça. Donc, selon nos activités, le rôle social qu'on est en train de jouer. Exactement. Cette semaine, justement, j'étais très, très, très fatiguée. Là. Ma fille avait mal dormi, puis ça donne que quand mon fils est revenu de la garderie, je l'avoue, j'étais en pyjama, ça l'a scandalisé. Il me répétait 20 fois durant la soirée, « Maman, va t'habiller, qu'est-ce que tu fais en pyjama? » Puis il a raison, au sens où on a besoin que les situations, de s'habiller selon les situations pour manifester, non pas juste le... Bien, évidemment, si c'est l'hiver, il faut mettre un manteau, là, pas juste s'adapter, l'utilité, mais aussi l'ornement. Donc ça, c'est une des premières choses que je suggère. Donc, t'es contre le télétravail en pyjama, si je comprends bien. Ben oui, au moins le haut, là. Faut que le haut soit un peu beau. Mais moi, j'ai une joie, en tout cas, de m'habiller le dimanche différemment des autres jours. Puis même, je lisais Charles de Coninck, un philosophe québécois bien connu, qui disait... Et c'est pas superficiel pour une femme d'avoir le désir de porter une robe de mariée une fois dans sa vie. Ça a l'air... Moi, j'avais une cousine une fois qui avait dit ça. C'est pas de la surconsommation. C'est ça. J'avais une cousine une fois qui disait « J'aimerais me marier juste pour mettre une robe de mariée. » Puis je trouvais ça un peu niaiseux sur le coup. Mais après, quand j'y repense, ça manifeste quelque chose d'important. C'est que c'est vrai que la robe de mariée, quand tu portes ça, t'as comme un coup, là. Tu sais, c'est vraiment... C'est d'une beauté, mon mari disait, tu sais, ça fait penser quasiment à la transfiguration, là, le vêtement blanc du Christ, puis tout ça. Là, il y a quelque chose de tellement... c'est un beau moment dans la vie d'une femme que de mettre une robe de mariée, au-delà du mariage même, puis tout ça. Donc, il y a ça d'une part. Et je pense que une chose qui pourrait combler notre désir de variété dans le vêtement, c'est aussi de retrouver un sens de la hiérarchie sociale. Parce que Charles de Coninck, dans son texte sur le vêtement, défend que le vêtement doit représenter notre nature sociale. Puis notre nature sociale, ben, ça fait en sorte qu'on a des rôles différents dans la société. On n'aime plus ça, les hiérarchies. Laurence, on veut que tout le monde soit égaux aujourd'hui. Ben, c'est ça. Si Tocqueville revenait à la vie, là, Tocqueville a écrit beaucoup sur l'égalité en démocratie, il dirait « La fast fashion, c'est une conséquence de notre amour disproportionné pour l'égalité. » Parce que, comme j'ai dit, on finit toutes par s'habiller comme des adolescents. Mais il y a quelque chose de beau, puis je pense que c'est le fun de redécouvrir. Là, j'étais pas comme ça avant, mais de redécouvrir que c'est pas pareil un prof puis un élève, par exemple. Un prof qui s'habille différemment de son élève, c'est pas pour être péteux de brou, c'est pas pour être pédant, c'est pour dire, regarde, moi, je suis là pour t'élever, élever ton âme, t'éduquer, etc. Et j'ai donc envie que mon extérieur montre ça. Puis c'est la même chose, moi, c'est en devenant parent, je trouve que là, j'ai dit... Il faudrait que je m'habille un petit peu, tu sais, que ça ait de l'allure, puis d'où le scandale de mon fils quand il m'a vu en pyjama cette semaine, là. Et j'ai besoin de leur montrer que, tu sais, j'ai un souci de moi-même, puis que je vais les aider à s'élever vers une certaine beauté aussi. J'ai déjà lu un texte de la bienheureuse Chiara Lubich qui a fondé le mouvement des Focolari. Et elle parle aussi que pour les gens qui ont la foi chrétienne, c'est vraiment important que le vêtement reflète aussi notre âme. Donc, notre âme est unique, qu'on ait quand même un petit style qui reflète notre personnalité unique. Et que toutes les vertus morales puissent s'exprimer aussi dans le vêtement. Et non pas juste de dire « prenons ce que le plus simple, le plus pauvre ». Non, il y a un équilibre à trouver. L'extérieur doit refléter aussi ce qu'on vise à l'intérieur. Il y a aussi le fait que quand tu es une femme mariée, tu n'es pas une bonne sœur. Donc, tu ne t'habilles pas comme une bonne sœur. Tu t'habilles comme une femme mariée, une épouse qui veut plaire à son mari. Moi, je trouve ça très important. On peut l'appliquer aux hommes aussi, j'imagine? Oui, évidemment, mais je parle pour les femmes. Charles de Coninck, dans son texte, sur le vêtement, encore une fois, il dénonce, à l'époque des Grecs, il y avait des Grecs qui s'habillaient avec des vêtements troués, puis des choses comme ça, comme pour dire, nous, on est au-dessus de ça, la mode, nous, on est au-dessus de ça, les vêtements. Puis d'autres philosophes leur répliquaient, à travers les trous de vos vêtements, on voit votre orgueil. Je trouvais que c'était une anecdote amusante. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse pour le magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci, Simon. Brigitte Bédard, c'est maintenant venu le temps de la suggestion culturelle de la semaine. Un nouveau film québécois vient de sortir. Un film qui sort aujourd'hui. Alors, c'est le titre « De l'autre côté », qui est un documentaire sur les moniales de l'abbaye des Deux-Montagnes.
Donc, ça sort Les moniales aujourd'hui. bénédictines Oui, ce dans sont la les région bénédictines. proche de Montréal. C'est ça, au lac des Deux-Montagnes. Là. OK. Donc, c'est un documentaire. Le réalisateur, c'est Alessandro Socrates. Excusez mon espagnol. Et dès aujourd'hui, à la Cinémathèque québécoise à Montréal. Et c'est ça, ce sont un peu de l'autre côté, ça veut dire de l'autre côté de la barrière monastique, n'est-ce pas? J'imagine il a pu entrer dans le cloître. Il rentre dans le cloître et il va dans la vie quotidienne de ces femmes-là. C'est quelque chose qu'on n'a jamais accès à ça. Là. Donc, je pense que ça vaudrait la peine d'aller voir ça. Puis un autre film aussi qui vient de sortir, film américain sur une sainte pas mal inspirante. Le film sur Santa Cabrini. Donc, c'est Sainte Francesca Cabrini, qui est une Italienne, qui est arrivée à New York en 1889, qui était avec le lot des immigrants italiens. En fait, elle voulait, venir aider les immigrants ici qui arrivaient d'Italie pour la plupart, qui étaient extrêmement pauvres, qui mouraient de faim carrément, là, qui étaient méprisés parce qu'ils étaient italiens. Et c'est un film de Alejandro Monteverde. Ça, c'est mon italien qui est un petit peu meilleur. Et le même réalisateur qui a fait The Sound of Freedom, c'est, faut-il dire que Cabrini, c'est la patronne des immigrants. Et le film est disponible sur la plateforme Angel Studio. Et quelques salles de cinéma aussi. Et quelques salles de cinéma. Il me semble qu'à Québec, c'est terminé, là, mais à Montréal, c'est encore là. Merci beaucoup, Brigitte. On mettra ces 2 suggestions en lien sous les publications Facebook et YouTube de notre émission. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écrire vos questions, commentaires, objections aussi à verbomoteur@le-verbe.com. Non, oui, quelque chose comme ça. Je me mélange toujours entre notre site Internet et notre adresse. Allez sur leverbe.com, en tout cas, pour tous les détails. Cette semaine, on se laisse en musique sur la nouvelle chanson « Je fais des efforts ». Moi aussi, j'en fais des efforts. De l'auteur, compositeur, interprète québécois Étienne Dufresne. C'est tiré de son plus récent album qui porte presque le même nom, là. Étienne Dufresne fait des efforts, sorti le 26 janvier dernier. Vous pouvez réécouter, commenter et surtout partager cette émission pour nous donner un bon coup de main sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube et X. Merci à Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Confort pour chanter ce que je dis pas. Tu me cherches, mais tu me trouveras pas. Dis-moi ce que je dois être pour que tu veuilles de moi. Je fais des efforts, je suis planté là, à cheval sur la barrière entre le chien et le chat. Je sais plus de quel bord pointer du doigt, je bascule de gauche à droite, perdu de haut en bas. J'ai fini de vous plaire, ce qu'il me reste est à moi. Je suis tout à l'envers, mais je sais ce que je suis pas. Fais des efforts, j'ai pas trop le choix, j'attendrai pas d'être mort pour retrouver la joie. Chasse au trésor qui finit pas, couché dans mon confort, à vouloir ce que j'ai pas.